Bonjour, on accueille ce jour un entrepreneur social, un président d'association. Il commente les violences urbaines et le dialogue police nationale jeunesse. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Abel Boilly. Bonjour Mickaël. Merci beaucoup de venir et d'accepter de venir sur notre nouveau podcast. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi. On a voulu ce podcast pour mettre en lumière des personnalités engagées à ton image, des entrepreneurs sociaux, des personnes souvent dans l'ombre. Alors c'est vrai qu'on te voit quand même beaucoup dans la lumière sur les plateaux nationaux. On va pas citer les chaînes, mais les plus grandes chaînes d'information nationales. Mais c'est parce que c'est ton expérience et ta fine analyse et ton expertise qui permet d'avoir la légitimité. Donc merci de nous faire cet honneur. C'est un immense plaisir en tout cas. Merci à toi. On va durant cette petite heure d'émission s'intéresser à ton parcours. Comment Abel Boilly, alors on se tutoie parce qu'on se connaît, ouais. on s'est croisés sur des plateaux et voilà, c'était intéressant. On avait reçu notamment Abdoulaye Kanté, qui a aussi un policier qui intervenait notamment, qui intervient sur de nombreuses de tes actions. Et donc c'était important aussi d'aller à la source. Tout à fait. D'aller à la source. Et donc la source, c'est toi. Me voilà. Exactement. Et donc on va s'intéresser un petit peu comment t'es arrivé à ces engagements. Un peu revenir sur ta vie un petit peu personnelle, parce qu'il y a toujours un peu ce lien entre bien sûr. vie personnelle et engagement pour la cité. Donc dis-nous tout, où est-ce que t'as grandi D'accord, alors je n'aurai plus de secret pour toi au bout d'une heure. Alors moi je suis né à Paris dans le 10e arrondissement. Les 24 premières années de ma vie, j'ai grandi dans le 18e, entre Barbès et Stalingrad, donc quartier très populaire dans les années 80 et 90, avec beaucoup de mixité sociale, beaucoup de solidarité, mais aussi beaucoup de violence, à laquelle moi et mes frères, on a été exposés, spectateurs très tôt. On avait pas mal de choses assez très tôt. Famille, je dirais, classique dans ce type de situation, une maman qui se sacrifie pour que ses enfants puissent s'en sortir, avec la maman qui se bat financièrement en travaillant nuit et jour pour nous inscrire dans des écoles privées, pour ne pas que l'on voit que la difficulté qu'il y avait au quartier. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que lorsque j'étais à l'école, j'avais une catégorie, si je peux utiliser cette expression, d'amis. Et lorsque j'étais au quartier, j'avais une autre catégorie d'amis. Donc ce qui fait que ça a travaillé mon côté caméléon socialement, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'adapter à tous les publics. Et ensuite, j'ai fait des études de psychologie. Donc voilà, et puis j'ai commencé à travailler dans l'événementiel, donc ce qui n'a rien à voir. Et ensuite, je suis devenu chef d'entreprise dans l'événementiel. Mais j'ai commencé en parallèle aussi à m'engager associativement auprès des jeunes du quartier dans lequel j'ai grandi, parce que ça fait 25 ans que je suis engagé, bien que l'association n'ait que 8 ans. Donc j'ai une expertise qui vient de mon vécu, qui vient du terrain et qui vient de l'engagement que j'ai. Donc aujourd'hui, à côté de l'association, je suis aussi chef d'entreprise, donc toujours dans l'événementiel. Je suis dessinateur de manga, j'écris des bouquins sur la citoyenneté. Donc voilà, j'essaie d'être un petit peu couteau suisse, mais toujours pour mettre l'humain en avant. On l'a dit, un caméléon, un couteau suisse. On revient un petit peu à l'enfance. Donc, tu le disais, tu as eu quelque part un peu la chance de connaître les deux mondes, c'est-à-dire le monde du quartier et le monde de l'école privée avec peut-être des privilèges. Comment est-ce que tu voyais quand tu revenais au quartier ? Donc là, t'as quel âge quand tu connais les deux mondes et que tu rentres à l'école privée ? Mais ça commence très tôt, c'est-à-dire de l'école maternelle jusqu'à la 3e, j'ai fait l'école privée. Donc en fait, ces disparités m'ont sauté au visage très rapidement. On est en quelle année là ? Là, on est dans les années 80, c'est-à-dire que deuxième moitié des années 80 jusqu'à milieu des années 90 à peu près, jusqu'à 96, 97. Donc c'est vrai que d'être tout petit, j'ai pu sentir la différence. Que ce soit le langage, que ce soit certaines habitudes, c'est des choses qui vous marquent sociologiquement en fait. Et malgré moi, je me suis retrouvé à être un trait d'union entre les deux mondes, sachant que j'avais aussi des potes de quartier, comme on dit, qui avaient aussi des mamans qui se sacrifiaient financièrement pour qu'ils puissent aller dans des écoles privées. Donc nous-mêmes, on échangeait. Et on voyait la disparité et très vite, en fait, on a été marqué par le côté de l'injustice sociale, en fait, où d'un côté, on voyait une jeunesse dans des conditions plus précaires et de l'autre côté, une jeunesse dans des conditions plus avantageuses. Et surtout, c'était le fossé qu'il y avait entre les deux. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais lorsque l'on allumait la télé, lorsque l'on allumait la radio, ce qu'il faut savoir, c'est que la France des années 80 et 90, les personnes issues de l'immigration étaient vraiment invisibilisées dans les médias.
Aujourd'hui, un jeune, même s'il voit qu'il n'y a pas beaucoup de mixité, il peut aller sur les réseaux sociaux pour trouver un facteur d'identification. Nous, on n'en avait pas. Et c'est ça que les politiques ne comprennent pas aujourd'hui. Donc, on est beaucoup à cette tournée vers la culture américaine. Pourquoi ? Parce qu'on voyait qu'on pouvait être blanc, noir, arabe, latino, asiatique et réussir. Donc, je ne dis pas que la société américaine, elle est parfaite, loin de là. Mais nos facteurs d'identification, c'était dans les séries américaines. On ne va pas citer de noms, mais elles sont très connues. Dans la musique américaine aussi, on avait l'impression de voir des gens qui nous ressemblaient en fait. Donc il y avait cette dichotomie entre le fait que je m'adaptais très bien au milieu privé dans lequel j'étais en même temps très bien dans le quartier dans lequel je vivais, et je m'identifiais aussi très bien à la culture américaine qui m'inspirait. Quand tu as connu cette jeunesse, on est dans les années 80-90, on est un peu dans ce qu'on appelait la jeunesse encore Black Blamber, le début et aussi la fin. Ce qui est une belle escroquerie intellectuelle. Hein. Franchement, Black Blamber, ça s'était surtout mis en exergue quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Mais nous, on voyait que c'était pas évident du tout. Je vais donner un exemple tout simple. Dans les années 80-90, t'écoutes du rap, t'aimes tout ce qui est street art. Je parle du rap conscient, bien entendu. Tu aimes le graphe, tu aimes le breakdance. T'étais considéré comme un cassos tout de suite. Voilà, donc moi j'ai évolué même dans certains milieux, dans les écoles, où il fallait écouter de la techno ou du rock pour être bien accepté. Le rap, c'était pas très très bien vu, c'était un petit peu la culture des voyous, alors que pas du tout. Il y a des magnifiques plumes. Donc comme je disais, moi je me suis retrouvé aussi à être un trait d'union malgré moi, c'est-à-dire que cette réalité sociale s'est imposée à moi, où j'ai fait le trait d'union entre des potes du quartier et des potes de l'école, et j'ai vu que ça matchait tout de suite très bien. Et c'est ça qui fait aussi que aujourd'hui je suis très engagé socialement auprès de la jeunesse, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, je le précise toujours, aussi bien vis-à-vis de la jeunesse de conditions précaires que de la jeunesse de conditions avantageuses, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques partout. À cette époque, c'était qui tes modèles ? Ah, mes modèles, forcément Michael Jackson, avant de savoir ce qu'il a fait, mais bon, avant le côté controverse, Will Smith, Eddie Murphy, forcément. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Et je précise, je ne suis pas du tout dans le discours victimaire, tu me connais, moi je suis très attaché aux valeurs de citoyenneté, à la responsabilité citoyenne. Mais je me souviens, Eddie Murphy, il me semble que c'était le flic de Beverly Hills 2 qui sort à l'époque, donc ça fait un gros buzz médiatique. Et il est reçu au journal de TF1 de Patrick Poivre d'Arvor, qui était le pape du JT. Et il est reçu avec des honneurs, mais tels qu'on ne voyait pas beaucoup en France en réalité, vis-à-vis des Noirs et des Arabes. Et je me souviens, je suis tout petit. Moi, j'ai peut-être 5, 6 ans, 7 ans maximum. Et j'ai déjà la pensée, Eddie Murphy, il est traité comme un blanc. Tu t'imagines, tu vois. Et je le répète, je ne suis pas dans le discours victimaire du tout. Mais les préjugés étaient rentrés en toi. Je dirais même pas des préjugés. Comme je te dis, on était invisibilisés à l'époque. Il y avait vraiment une invisibilisation. Alors, était-ce volontaire ou pas ? Je suis pas là pour faire ce type de débat polémique, mais c'était une réalité. C'est-à-dire que quand on allumait la télé, oui, il y avait Pascal Légitimus des Inconnus, il y avait Smile un peu, etc. Il y avait Sydney de l'émission HIP HOP sur TF1, qui présentait une émission sur le hip-hop au début des années 80, mais c'était rarissime en réalité. Et c'est pour ça que même nos parents, ils se battaient pour que l'on puisse, quelque part, ressembler aux Français pour pouvoir s'intégrer le mieux possible en réalité. Moi, je sais qu'un des grands regrets de ma maman, c'est de ne pas m'avoir appris la langue d'origine, en fait. Moi, je suis français d'origine congolaise, mais je parle très peu le lingala, c'est-à-dire que j'ai des notions, mais ma mère, elle était tellement qu'elle-même, malheureusement, a pu subir du racisme, donc elle était très à cheval pour qu'on puisse s'intégrer le mieux possible. Et elle travaillait jour et nuit. Là où dans les quartiers, on aime dire de façon un peu caricaturale, on fait du foot, du basket, un peu de sport de combat. Oui, je faisais ça, mais je faisais de l'équitation aussi. L'été, elle se battait pour que je puisse faire des activités de français, comme on disait, sans être péjoratif, sans être dans le discours victimaire. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Ça m'a permis de côtoyer beaucoup de choses. Et puis... comme tous les pays, la France n'est pas un pays parfait, mais c'est une belle inspiration et j'aime beaucoup ce pays. C'est pour ça que je suis très engagé. On le ressent en tout cas. Tu parles de ta maman, ton papa ? Quelle place il avait dans l'éducation et dans... Plus distante, et c'est vrai que, je sais que ma mère, qui est une personne très discrète, n'aime pas trop que je m'étende et je le ferai pas, mais c'est vrai que famille avec le père plutôt absent, donc c'est la maman qui tenait tout. Donc c'était la maman qui était un peu... la maman, c'est le pilier, la maman, c'était le soleil, c'est elle qui nous permettait de tenir dans les moments difficiles. Combien de frères et sœurs ? Une famille de combien d'enfants ? Alors, je suis l'aîné de
2 frères, donc on était 3, on n'est plus que 2, donc mon frère cadet est décédé malheureusement il y a bientôt 13 ans en plus, le 23 juin 2012, d'une longue maladie. Longue maladie. Ouais. Donc est-ce que quelque part ça a aussi participé peut-être aussi à te forger, à t'endurcir pour ne pas baisser les bras, ne pas abandonner. Et puis aussi, on y viendra, dans tes actions éducatives, peut-être apporter ce message aussi aux jeunes, par la blessure et la cicatrice que tu as connue, de pousser ces jeunes à ne pas abandonner et de dire quelque part aussi que la vie est courte, Bien on sûr. n'est que de passage et il faut... Non, mais il faut se battre, c'est-à-dire que peu importe ce que l'on a vécu, déjà, il faut toujours réaliser qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous sur Terre, voilà. Et il faut toujours essayer de se battre pour transformer le mal en bien. C'est ça qui est important. Je suis quelqu'un de très utopiste, pas naïf, mais utopiste. Parce que si on perd notre utopie, si on perd le côté universaliste, humaniste, autant arrêter en réalité. Donc, je crois dans l'être humain et j'encourage beaucoup les jeunes que peu importe ce par quoi ils sont passés, ça ne doit pas être une excuse ou un prétexte pour prendre un mauvais chemin. Moi, quand j'ai un jeune qui me dit, par exemple, mon père m'a abandonné, ça m'a fait péter un câble, donc c'est pour ça que j'ai pris tel chemin, je pose tout de suite la question, mais est-ce que tous les jeunes abandonnés par leur père deviennent délinquants ? Est-ce que tous les jeunes, même qui peuvent subir, on est là pour parler sans tabou, des violences verbales, physiques, psychologiques ou de la pédocriminalité intrafamiliale deviennent des voyous ou prennent des chemins fallacieux ? Non. Parce que dans ces chemins fallacieux, c'est une minorité délinquante qui salit l'image de la majorité silencieuse. Donc, si toutes les personnes qui avaient vécu des traumatismes importants prenaient des chemins tordus, la nation serait morte déjà. Donc, c'est possible, y compris lorsque l'on vient de quartiers prioritaires, même si les injustices sociales perdurent. Donc très tôt, tu as eu aussi cette volonté de ne pas tomber dans le discours victimaire. Tu me disais que tu étais dans le même quartier. Tu n'as jamais quitté le quartier ? Si, moi aujourd'hui, alors les 24 premières années de ma vie, donc j'ai grandi à Paris. Ensuite, j'ai vécu 4 ans et demi dans le 93, Pierrefitte, puis Blanc-Ménil. Et là, ça fait une quinzaine d'années que je suis exilé à la campagne. Moi, j'habite à côté de Compiègne, dans un petit village tranquille. D'accord, bon, voilà. Tu as fait du chemin pour venir nous voir, un petit peu. Oh, mais ça va, comme j'avais d'autres activités, c'est un plaisir en tout cas, ce n'est pas un fardeau. C'est gentil, tu es souvent sur Paris. Est-ce que tu as senti à un moment donné, quand il y avait cette distance école privée, école publique, à un moment donné où tu te disais, on te reprochait quelque part de les trahir ? Ou de, maintenant que tu es dans ce type d'école, un petit peu l'expression vulgaire et communément, mais qu'on entend, tu fais le mec maintenant, je suis dans le privé, il nous ressemble plus. Est-ce que tu as senti cette distance ? Pas de beaucoup, de certains oui. D'autant plus que moi j'ai un parcours au niveau de la famille qui est assez particulier parce que mes parents avaient un certain standing de métier sur le papier, mais à cause de certaines difficultés professionnelles, on ne vivait pas à la hauteur de ce standing. Donc j'ai pu avoir des gens qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais les mêmes problèmes que les gens qui avaient des parents de conditions sociales précaires. Il y en avait qui ne comprenaient pas. Est-ce que j'étais un petit bourgeois qui faisait semblant de ne pas avoir d'argent pour avoir la crédibilité du quartier, alors que pas du tout. Donc je ne répondais pas à ces questions parce que je ne voulais pas exposer ce que ma mère subissait réellement. Donc voilà, donc oui, ça arrivait de certains, mais pas beaucoup honnêtement. Mais par contre, ce qui a été violent, c'est quand je suis passé de l'école privée à l'école publique. Parce que moi, je démarre l'école publique au lycée en fait. Et je vois pour moi, c'est une fracture terrible, même psychologique. C'est un moment que je vis très mal parce que je n'avais pas le même encadrement. Alors, je ne parle pas de toutes les écoles, je ne globalise pas, je parle de mon parcours, bien entendu, parce que tu sais, à l'ère d'Internet, il faut toujours préciser. Donc, voilà, et je tombe dans un lycée où c'est extrêmement compliqué. C'est une année très difficile pour moi. D'ailleurs, je redouble à ce moment-là pour la première fois. Je subis plusieurs traumatismes, que ce soit sur le plan psychologique, physique aussi, c'est extrêmement compliqué. Et il me faut bien 1 an et demi pour m'adapter à cette sphère-là. Donc là, on est en quelle année ? Là, on est en 96. 96, donc on est 2 ans avant cette fameuse Coupe du Monde. Cette fameuse Coupe du Monde, cette fameuse Coupe du Monde. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a marqué, que t'as vu un avant, un après ? Historiquement, où t'as senti qu'en France, il se passait quelque chose, ou juste pour toi, c'était juste, on utilise des sportifs, on les utilise un petit peu comme des pantins ou comme un faire-valoir. Est-ce que tu conscientisais déjà qu'on utilisait l'image un peu black blanc beurre ou racisée ou... Est-ce que tu ressentais déjà à cet âge-là, tu avais cette conscience-là ? Alors, premier point, je fais partie de ces gens qui ont horreur du terme racisé. Okay. Vraiment, je déteste ce terme. Ceux qui veulent l'utiliser, ils ont le droit.
Mais moi, je ne veux pas qu'un noir ou un arabe m'impose d'utiliser ce terme parce que pour moi, c'est le terme de la victimisation par excellence. Et quand tu dis, hey, oh, ben voilà, parce que je suis noir, je peux être victime de racisme. Il n'y a pas besoin d'utiliser des termes. Après, je respecte les personnes qui l'utilisent. Moi, je n'impose à personne de penser comme moi, mais je ne veux pas qu'on m'impose de m'appeler comme ça. Donc, on n'utilisera plus le terme dans ce podcast. Et puis, par rapport au phénomène Black, Blanc, Beurre, moi, la chose qui m'a marqué, c'est que je réalise pour la première fois à quel point le sport est puissant pour rassembler les gens et à quel point la réalité politique vient balayer tout ce qu'on a pu rassembler en quelque temps. Et on l'a revu avec les Jeux Olympiques. La problématique, c'est comment aujourd'hui on peut maximiser sur un événement qui nous rassemble. Et je vois toujours que c'est le discours politique qui nous détruit. Parce que qu'est-ce qui a détruit ce Black Blanc Beurre, où d'ailleurs on avait tous cette phrase à l'époque, on était étonnés parce que tout le monde s'aimait. C'était la phrase qui revenait le plus, qu'on était blanc, noir, arabe, d'origine asiatique, tout ce que tu veux. Ben, tout le monde s'aimait ce soir-là, c'est bizarre. Pendant un mois, on s'aimait tous. Et après, ben, voilà, le discours politique est venu un petit peu saccager ça. Parce que les politiques essaient toujours de... Sans les globaliser, bien entendu, je ne suis pas dans le tous pourri, mais ils essaient toujours de tirer les choses à leur avantage pour des velléités électorales en réalité. Et c'est ça qui nous détruit sur le terrain. Donc la réalité, c'est qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel, le sport peut être un insuffleur, mais comment on passe d'un potentiel abstrait à une capacité concrète à vivre ensemble et à faire ensemble? Et c'est ça la question qui se pose jusqu'aujourd'hui. Comment tu y as répondu à cette question? À quel moment tu te dis, ok, je veux m'engager, ou pas? Parce que là, tu rentres en études de psychologie, donc tu as ton bac, tu passes tes études. À quel moment tu te dis, par le levier associatif ou l'entrepreneuriat social, j'ai peut-être ma pierre à apporter à l'édifice ou... Alors au début, je m'y engage parce que voir des jeunes qui galéraient, ben voilà, ça me faisait mal et je me suis dit, je vais aider. Mais c'est quand je monte la structure Tous Uniques, Tous Unis, après une petite expérience politique, parce que dans une ancienne vie, j'ai été chef de cabinet du maire d'Asnières-sur-Seine. J'ai participé à une campagne présidentielle où le candidat n'a pas gagné, mais j'ai été effaré de voir l'atmosphère à l'intérieur, où moi je parle très cash, hein. Les Blancs étaient mieux traités que les Noirs, les Arabes et les autres. Et ce que je n'ai pas aimé, c'était le discours hypocrite. C'est-à-dire que devant caméra, on parle, oui, la République, il faut faire corps. Et à l'intérieur, moi, j'ai vu qu'on demandait aux Noirs d'aller chercher l'électorat africano-antillais. On demandait aux Arabes d'aller chercher l'électorat maghrébin. On demandait aux Asiatiques, pareil, d'aller chercher pareil. Il y avait même des têtes de réseau qui étaient élues en fonction de leur couleur de peau pour aller chercher tel ou tel électorat. Et moi, je me suis opposé à ça, vraiment. J'ai pu faire du bruit par rapport à cela et ça m'a écœuré, en fait. Indépendamment de la victoire ou de la défaite du candidat, ça m'a écœuré comme pas possible. Ça m'a confirmé l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans le milieu politique. Et je répète, je ne dis pas que les politiques sont tous pourris. Il y a des personnes exceptionnelles, encore heureux. Et là, je me dis, j'ai une expérience avec les jeunes. Je vais monter ma structure. Je ne devrai rien à personne. Je dirai ce que je veux, on aura le droit d'être d'accord ou pas avec moi, j'imposerai ma méthode, et voilà, donc il y a 8 ans, je monte Tous Uniques, Tous Unis, et très honnêtement, il y a tellement d'associations sur le terrain, quand je la monte, je me dis, bon, si on fait 1 ou 2 interventions par mois, c'est déjà bien. Premier mois, on fait près d'une dizaine d'interventions déjà. Ouais, c'est énorme. Dès le premier mois. C'est énorme. Et tu vois en fait l'engouement et que ce que tu as mis commence à éclore, ouais, et prendre de l'ampleur. Vous commencez où les premières actions en Île-de-France? Île-de-France d'abord, et après ça s'est étendu jusqu'à, en fait, partout où on nous appelle, on peut travailler. Mais surtout, je remarque qu'il n'y a pas assez d'acteurs de terrain, contrairement à ce que l'on croit, parce qu'il y a un discours qui dit, bon, les associations, tout ça, non, il y a tellement de casse, en fait. Plus les réseaux sociaux, plus le Covid récemment et tout, vous avez une partie de la jeunesse quand même qui est vraiment perdue, déjà sur le plan psychologique, hein. Mais pour les jeunes, ce qu'il faut réaliser, c'est que le monde adulte, il n'est pas foufou, hein. En France, il y a quand même 25% de la population qui est addict aux antidépresseurs. Chaque année, il y a 9000 suicides, 200 000 tentatives de suicide. Les jeunes ne sont pas en reste, donc trouver des valeurs ou autres, le monde adulte n'est pas si exemplaire que ça. Sans compter les réalités familiales. Il y a des familles où ça se passe très bien, et tant mieux. Mais comme je disais tout à l'heure, violence verbale, physique, psychologique, la question de la pédocriminalité intrafamiliale. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'adolescence qui devient le moment de tous les défis. Ça l'a toujours été, mais là, dans certains territoires, l'adolescence, c'est maintenant le moment du décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique. Et c'est terrible ce qui se passe. Quand moi je vois des jeunes de 10, 11, 12 ans qui sont tentés ou qui tombent dans ce qu'on appelle le trafic de drogue ou la consommation, le trafic d'armes,
le sujet de la prostitution des mineurs, qui est un tabou. D'ailleurs, en France, on ne veut jamais parler de pédocriminalité. Je ne sais pas pourquoi, alors que la France, il y en a quand même beaucoup. La France n'est pas en reste en ce qui concerne ce sujet. Donc, effectivement, moi, je dis toujours aux gens, engagez-vous. Engagez-vous, même si c'est 1 heure à donner, donnez-la, parce qu'on a une partie de la jeunesse qui est vraiment en danger et qui est issue de tous milieux sociaux aujourd'hui. Hein. Le côté précaire, pas précaire, la digue, elle est en train de sauter à ce niveau-là. Hein, parce que notamment dans les cas de prostitution des mineurs, le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons aussi qui sont issus de familles plutôt bourgeoises est quand même assez effarant. Donc ça, tu l'as vu par ton travail de terrain. Pour revenir sur le levier politique, quand tu parlais notamment quelque part de la stratégie communautariste, d'aller chercher des communautés ou des leaders de communautés identifiés, on n'utilisera pas le terme racisé, mais en tout cas, qui est dans la conscience collective et dans les plateaux télé, on l'entend tellement de fois que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça. Est-ce que tu as senti un peu ce changement de stratégie par la discrimination positive? Est-ce que tu as senti un basculement ou tu es né avec ça et... Alors, discrimination positive, c'est l'oxymore le plus stupide qui existe, franchement. Donc mais qui est employé mais c'est stupide. Dans tous les débats de Pareil, c'est mon opinion, c'est un propos qui n'engage que moi. Ça vient de ce qu'on appelle l'affirmative action aux États-Unis. Entre action affirmative et discrimination positive, une discrimination n'est jamais positive. À partir du moment où je discrimine quelqu'un pour sa couleur de peau, pour sa religion, ça ne peut pas être positif. Donc déjà, ça montre que en France, certaines élites ont du mal en fait avec le sujet de l'inclusion, le sujet du partage ou autre. Et pareil, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est par manipulation? Je ne sais pas, je pense qu'il y a un peu des deux parce que ce n'est jamais tout noir ni tout blanc. Mais il y a un véritable problème et la population est tiraillée aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu autant de ghettos, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, des ghettos ruraux, des ghettos urbains, des ghettos d'ordre philosophique, des ghettos convictionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir du mal à parler à l'autre parce que moi je suis de gauche, moi je suis de droite, moi je suis d'extrême gauche, moi je suis d'extrême droite ou autre, mais on peut quand même parler de la nation. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble au-delà de nos convictions politiques ou apolitiques? Parce qu'aujourd'hui, le premier parti de France, ça reste l'abstention, le mix entre l'abstention et le vote blanc. Mais qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Donc c'est la question que moi j'ai vue très tôt, qui continue de se poser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, ma mission, c'est quoi? C'est semer des graines auprès du public, auprès de qui j'interviens. Donc il y a les jeunes, mais je suis aussi engagé sur le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants et la situation du handicap. Donc on sème des graines, on a des belles réussites quand même, mais on garde le réalisme du fait qu'on ne pourra pas sauver tout le monde parce qu'il y a tellement de situations, on se retrouve plus à mettre des pansements sur des plaies ouvertes, sur des fractures ouvertes, parce qu'en France, la prévention arrive trop tard. Ce n'est pas qu'elle ne fonctionne pas. Ma mission en tant qu'acteur de terrain, c'est de faire en sorte que le parcours citoyen du jeune ne bascule pas vers un parcours de décrochage. Mais le problème, souvent, nous sommes appelés quand le décrochage a été amorcé. Et c'est beaucoup trop tard. C'est pour ça que je dis que la prévention, il faut commencer dès la fin de l'école primaire, en réalité. Pour revenir sur l'affirmative action et la capacité à pouvoir changer les choses, est-ce que tu t'es pas confronté, et peut-être même ça a bousculé un peu tes a priori ou même quelque part tes valeurs, à te rendre compte qu'en politique, quelque part, quand des sujets qui portent sur le handicap, bah, c'est peut-être mieux qu'une personne en situation de handicap soit le représentant de cette cause. Quand une personne est victime de racisme parce qu'il est de couleur X ou Y, noir, blanc, jaune, etc., bah, quelque part, c'est peut-être mieux que ça soit une personne de couleur noire qui porte ses combats et qui a la légitimité de dire bah écoutez, moi ça fait 15 ans que j'ai postulé à je sais pas moi 2000 je me fais l'avocat du diable et je prends d'autres communautés, voilà. Est-ce que quelque part il n'y a pas du bon quand même dans ces politiques et ces choix des fois un peu pervers entre guillemets du politique qui veut des personnalités très identifiables par mais le problème c'est que quand tu cherches à tout prix la personnalité identifiable, il y a le risque de tomber dans la caricature. Moi, je suis noir, tous les noirs de France ne seront pas d'accord avec moi. Qui a dit ça? Les Arabes ne sont pas tous d'accord entre eux. Aujourd'hui, tous les noirs, tous les Arabes, tous les Asiatiques ne se sentent pas représentés par SOS Racisme. Toutes les personnes homosexuelles ne se sentent pas représentées par le lobby LGBT. Ce qui manque, c'est cette nuance en réalité. Alors qu'il y ait besoin de facteurs d'identification, oui. Mais moi, je suis toujours dans la culture du mélange en réalité. Il faut se mélanger.
Moi, la justice sociale, moi, peu importe par qui elle vient, l'important c'est qu'elle vienne. J'en ai rien à faire que la personne soit blanche, noire, arabe, athée, musulmane, juive, chrétienne ou autre. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actions de terrain et c'est comment se rassembler. Donc des facteurs d'identification, oui, mais attention à la caricature parce que dans certains domaines, on sait très bien qu'à force d'avoir je vais y arriver, voulu, c'est ça? Mis des facteurs d'identification, ben on a amplifié le communautarisme au final, en réalité. C'est ça qui est terrible. Mais est-ce que quelque part, si les politiques ont continué, et continuent encore aujourd'hui, parce que là on est fin des années 90, début des années 2000, mais quelque part c'est peut-être parce qu'ils se font élire et que cette stratégie est gagnante, que ces politiques continuent à mettre ces personnalités ces personnalités caricaturales, un petit peu. Est-ce que quelque part le vote leur donne pas raison? C'est ce que je dis toujours. Ouais. Qu'est-ce qui a tué la citoyenneté dans certains territoires? C'est le clientélisme politique. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. C'est le clientélisme. Moi, j'ai fait partie de cette génération à qui on promettait des voyages en Espagne, des pizza parties et tout, si on pouvait rassembler des gens qui pouvaient voter pour tel et tel, et dans tous les partis. Hein. C'est pas l'apanage de la droite, de la gauche ou de je ne sais pas qui dans tous les partis. Ben, le problème, c'est que tu as le parti puis tu as les individus sur le terrain. J'ai raté mon voyage en Espagne, tu veux dire? J'étais pas au courant. Des fois, c'est en Thaïlande. Enfin bon, ben voilà, ben, bien sûr. Mais bien sûr, sur beaucoup de territoires, ça s'est fait comme ça. Et puis, donc, tu étais témoin de ça? Bah oui, évidemment. Énorme. Mais ça existe encore. En plus, ça existe encore. Ça existe encore. Là, il va y avoir les élections sans compter le chantage à la subvention. Moi, c'est pour ça que je prends 0 subvention. Parce que je ne veux pas qu'à l'arrivée d'une élection, on me fasse comprendre, écoute, dis un mot pour un tel, ça serait bien pour ta subvention. Moi, je fonctionne sans subvention. On fait facturer au dispositif auprès de qui on intervient nos interventions et nous gardons notre liberté totale. Là, on le voit, là, il y a les municipales en 2026 qui arrivent, il y a nombre de territoires où les associations commencent à se gratter la tête, comme à chaque élection locale ou nationale, mais bien entendu. Ah ouais, ils cherchent un petit peu la course aux subventions. Il faut plutôt être du bon côté pour ne pas avoir la subvention coupée. Où tu es allé chercher, puisque c'est pas commun que des associations, nous c'est un peu notre cas, on a toujours refusé des subventions, parce que voilà, le déroulé et l'origine de Col Roulé, c'est tous nos partenaires associatifs d'engagement France Solidarité. On avait ce positionnement-là, mais c'est très rare dans mon associatif, et je sais même pas avant que tu viennes sur le plateau que tu prenais pas de subvention, mais à quel moment tu allais chercher un petit peu cette force et cette liberté de te dire je veux pas dépendre de ces acteurs-là? Dès le début. Déjà, je suis quelqu'un de très libre et très autonome, de caractère et dans ma manière de penser. Et j'ai vu des associations vraiment se prendre la tête, même des grandes associations être cadenassées par cela. Parce que j'avais une expérience d'engagement associatif, comme je te dis, ça fait 25 ans que j'interviens auprès des jeunes. Donc je voulais avoir cette liberté avec la prise de risque que ça comporte. Puisqu'au début, tu dois même faire des interventions gratuites pour montrer ton programme, pour montrer que ce que tu fais, c'est différent, tout en gardant la mesure et sans avoir la prétention de changer le monde. Aujourd'hui, tout passe par le bouche à oreille et ça cartonne, mais il y a eu des moments où quand même, au début, il fallait travailler gratuitement. Parce que quand tu appelles tel dispositif et tu dis j'ai tel programme, ben on te répond ouais, mais ça fait longtemps que ça existe. Après, quand tu dis bon, laissez-moi vous montrer gratuitement, ben on voit que là, c'est un petit peu différent. Et puis le bouche à oreille, et puis ça. Petit à petit. On est en quelle année quand tu commences à faire les premières interventions? 2017. 2017, donc tu as fini tes études de psychologie? Ah oui, bien avant. Moi, j'ai fini mes études. Moi, je me suis marié en 2006. Oui, ben, j'ai fini et je me suis marié dans la foulée, en fait. Hein. Donc oui, ça fait un moment. Donc tu as eu ce parcours de chef de cabinet? Oui, après, j'ai été chef d'entreprise, j'ai bossé dans l'événementiel. Voilà, je fais pas mal de choses. Tu as bourlingué un petit peu. Voilà. Est-ce que tu as senti un cap, notamment dans les quartiers, autant ruraux que urbains, et dans tes différentes interventions, un avant et un après en septembre? Est-ce que tu as senti que le poids un peu des médias, le poids de, quelque part, l'islam politique ou de sujets liés au terrorisme et de jeunes de départ en Syrie, de jeunes enrôlés, est-ce que tu as senti quelque part un avant-après sur la jeunesse? Ce qui est particulier, c'est qu'il y a le 11 septembre qui se passe et les effets, on ne les sent pas tout de suite. On ne les sent pas tout de suite. En réalité, c'est 3-4 ans après que ça commence. Mais moi, je dirais même avant le 11 septembre, la question du conflit israélo-palestinien, moi, c'est quelque chose que j'entendais, j'étais tout petit. Moi, je me souviens que même j'étais en CE2, donc je suis dans le privé, et on nous avait fait apprendre un chant pour Noël qui parlait des enfants de Palestine et d'Israël qui devaient marcher main dans la main.
On est au milieu des années 80. Ah oui. Donc c'est une question, et je voyais effectivement, nous on était jeunes, on comprenait rien. Mais il y avait ce côté que je retrouve un peu aujourd'hui où les jeunes de culture musulmane étaient pro-palestiniens, les jeunes de culture juive étaient pro-israéliens, alors qu'on comprenait rien en fait. On écoutait vaguement ce que les parents racontaient, tout ça. Donc, Mais à des enfants, voilà, c'était dans la tête des enfants. La guerre était dans la tête des enfants. Bien sûr. Mais on n'imaginait même pas que c'était forcément une guerre, en fait. Il y avait un conflit, il y avait des enfants qui mouraient, on le voyait un petit peu comme ça, et il y avait déjà une scission. En tout cas, moi, je parle du territoire sur lequel j'ai grandi. Je ne fais pas de généralité, mais ça en parlait déjà. À Paris, quoi. Ouais, mais je pense que dans d'autres territoires aussi, c'est quelque chose qui est là depuis très, très, très longtemps. Et moi, ce que je n'aime pas, en fait, dans ce conflit qui dure, déjà, c'est un sujet extrêmement complexe, où il y a beaucoup de gens qui ne sont que des idéologues sur le sujet. Mais tu vois comment la société elle est en train de se segmenter. J'ai pas envie que demain on me dise choisis entre les juifs et les arabes. J'ai pas envie de ça. On est tous frères et sœurs en humanité. Et quand on est croyant, on dit même qu'on est tous des fils d'Abraham. J'ai pas envie de choisir. Moi, je veux qu'on trouve des ponts. Je veux pas qu'on construise des murs. Même si ça fait phrase toute dite, mais pas du tout. Et j'ai l'impression que des fois, donc quand tu dis un truc, même je le vois, bon, moi je parle beaucoup dans les médias, comme tu l'as dit, je peux me faire traiter de pro-palestinien comme d'agent d'Israël, les deux en fait, quoi. Parce que comme il n'y a plus de sens de la nuance, tout comme je peux me faire traiter de bounty d'un côté, comme de sale wokiste qui veut renverser la France de l'autre côté. Parce que les gens, quand ils écoutent les discours, les prises de parole, ils sont dans l'attention sélective. C'est comme ça que ça s'appelle psychologiquement. C'est-à-dire, je n'attends que ce qui m'intéresse. Je ne vais pas prendre le temps de tout écouter et de me faire un point de vue nuancé. Donc, les gens réagissent sur une phrase que tu as dit sur 1 heure, sur une phrase que tu as dit sur 10 minutes pour te cataloguer. Mais heureusement, ça ne m'empêche pas de dormir parce que j'assume de rechercher la nuance et de ne pas être catalogué en réalité. Est-ce que lors de tes interventions, et on te ramène à ces sujets de conflits étrangers, pas forcément Israël-Gaza, mais est-ce que c'est quelque chose qui tu parles intervention jeunesse? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes peuvent avoir un avis dessus, mais au quotidien, c'est pas ça qui font leur débat. Hein. C'est comment éviter les chemins fallacieux, c'est comment trouver du boulot, comment réussir son projet anthropologique en France quand j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre au-dessus de ma tête. C'est d'abord ça. Tout ce qui est conflits politiques, sociaux, économiques, humanitaires aussi, ça vient après. À la limite, c'est leur conviction personnelle. Mais dans les dispositifs dans lesquels je travaille, je vois des jeunes qui essaient de s'accomplir. Je vois des jeunes qui essaient de se sortir des réseaux de trafic de drogue, des jeunes qui essaient de se sortir des réseaux de prostitution des mineurs. C'est vraiment ça. Ou des jeunes qui ont des traumatismes. Désolé de le dire, on est dans une génération où le nombre de viols et d'agressions sexuelles, c'est une catastrophe. Et c'est pas chez les 16-25 ans. Dès 10-11 ans, il y a des choses dégueulasses qui se passent. Et voilà, les jeunes, ils essaient de se dépatouiller avec ça. Comment réussir dans la jeunesse, la gestion des réseaux sociaux qui est une calamité. Je suis un peu fatigué. Comment m'identifier à tel influenceur, telle influenceuse, tel chanteur, telle chanteuse? C'est ça qui est le plus compliqué pour eux. Et aujourd'hui, certains médias veulent faire croire que parce qu'il y a 2 manifestations étudiantes, oui, mais à chaque conflit, il y a des manifestations étudiantes. Si on prend la guerre du Vietnam à l'époque, ça a déchaîné les étudiants du monde entier. Mais le public que moi j'ai, parce que ceux qui manifestent, ce sont souvent, c'est du Sciences Po, c'est des gens comme ça. Les jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires ou qui sont dans les campagnes très reculées, c'est pas eux qui ont la culture de la manifestation. Il peut y en avoir, mais c'est pas eux que l'on voit le plus en réalité. Tu interviens actuellement sur Tous Unis Tous Unis. Quels sont les âges d'intervention? Majoritairement 16-25 ans, mais en réalité, on commence dès l'école primaire. C'est là où tu sens vraiment qu'il y a un impact, où tu peux avoir une capacité d'agir sur... C'est là que le mot prévention garde tout son sens. Prévention, ça veut dire en amont. Quand on commence 16-25 ans, il y a des jeunes qui ont déjà vécu tellement de choses, c'est extrêmement compliqué, même si on peut avoir des belles réussites. Il faut commencer, quand l'enfant il est tout frais, il faut commencer à 8-9 ans en réalité. Hein. C'est terrible. Moi, il n'y a pas longtemps, je fais une intervention auprès d'un groupe de jeunes qui a 12 ans de moyenne d'âge, sur les dangers de la mauvaise utilisation d'Internet. Et je me dis que bon, ils ont 12 ans et ça commençait à 11 ans, ça allait jusqu'à 14 ans, mais la majorité avait 12 ans. Je vais faire une version plus light avec des mots plus gentils, plus oui-oui, plus bisounours.
Et quand les jeunes m'ont dit ce qu'ils faisaient sur Internet, mais en fait, c'était hyper trash. Il n'y avait rien à envier avec ce que faisaient les jeunes de 16-25 ans. Et surtout, ça les flingue dans leur rapport à l'autorité, dans leur rapport à la sexualité, dans leur rapport à la violence, dans leur rapport à l'argent, facile ou rapide. Ça dépend de quel côté on se met. Donc c'est vraiment un danger terrible. Hein. Est-ce que lorsqu'on est connecté à cette réalité, on n'a pas peur pour ses propres enfants? Parce que tu l'as dit, tu es devenu papa après. Est-ce que quelque part, à force d'être trop connecté au réel, on se dit mais pourquoi est-ce que je vais faire grandir des enfants dans ce monde? Moi j'ai 4 enfants aujourd'hui et c'est bon, j'arrête là. J'ai Ok. donné ma part à la France comme j'aime souvent blaguer. Mais c'est vrai que ma fille aînée qui vient d'avoir 18 ans et mon fils qui a 14 ans, on parle des sujets jeunesse. C'est important pour les parents de parler avec les enfants parce que si on n'en parle pas, l'enfant il va trouver un modèle soit auprès des copains ou des copines à l'extérieur. Si ce sont des bonnes connexions, ok, mais si ce sont des mauvaises, c'est compliqué. Ou alors ça va être sur Internet et les réseaux sociaux. Donc nous, on parle de ces sujets et on essaie d'inculquer des valeurs qui font qu'ils seront des bonnes personnes. Mais moi, dans mon éducation, autant dans la société, je suis très à cheval sur la responsabilité citoyenne, et même vis-à-vis de mes enfants, je suis très à cheval sur leur responsabilité. Moi, je leur transmets les choses, ça sera à eux de prendre les décisions. Moi, j'aurai rien à imposer, mais ils ne pourront pas dire s'ils se trompent, on ne me l'a jamais dit. Moi, je serai toujours là, bien entendu. Mais c'est la responsabilité. Je ne cherche pas à les étouffer pour les étouffer, parce que c'est là où on se retrouve avec des enfants qui veulent cacher des choses aux parents et qui découvrent, je ne comprends pas, mon fils, ma fille, je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Comment ça se fait que la personne est dans la prostitution, dans le trafic de drogue et tout? Ouais, mais peut-être que tu l'as trop étouffé, c'est extrêmement compliqué. Et la réalité, c'est qu'il faut être réaliste. Moi, aujourd'hui, ça se passe très bien avec mes enfants. Bon, moi, ça va de 18 ans jusqu'à 6 ans. J'ai un peu toutes les tranches d'âge. Mais on ne sait jamais en réalité. Faut jamais savoir. Et il ne faut jamais dire ça arrive qu'aux autres. Ouais, tu l'as vu par ton expérience que toutes les classes sociales. Mais oui, aujourd'hui, je dirais presque avoir un enfant, c'est la plus belle des expériences parce que être père, être mère, c'est le plus beau des métiers, mais c'est prendre un risque quand même. Ah, c'est prendre un risque. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'ils ne feront pas d'enfants parce que c'est trop compliqué aujourd'hui. Il y a trop de tentations. Il y a trop de tentations. Et Internet, les réseaux sociaux qui étaient censés créer un monde connecté où on allait être plus proches les uns des autres que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, a éclaté la société en réalité. Les fractures générationnelles, il y en a à toutes les générations, mais là, c'est même plus des fractures, c'est des abysses générationnels. Parce que les parents n'ont pas été formés à la transition numérique de la société. Les jeunes se sont formés tout seuls à cette transition numérique et on voit les dégâts que ça fait. Et là, on veut nous faire déjà basculer vers l'intelligence artificielle alors qu'on ne maîtrise même pas les réseaux sociaux. Et moi, je suis très inquiet par rapport à cela. Est-ce que tu as senti quelque part un moment où par la digitalisation, par les nouveaux outils de communication, ou dans tes interventions, tu t'es dit oula, là je me déconnecte de la réalité parce que je suis pas né avec ces outils. Comment je vais pouvoir parler à cette jeunesse alors qu'en fait ils utilisent des applications, Snapchat pour pas les citer, TikTok, où c'est pas évident en termes de quelque part de fracture générationnelle de pouvoir parler à une jeunesse où toi t'as pas grandi avec ces outils. Alors à titre personnel, donc moi je fais partie de cette génération qui a vu arriver Internet, contrairement à celle actuelle qui a grandi avec. Mais comme je suis un geek en fait, Voilà. ouais, moi tout ce qui est électronique, connexion, jeux vidéo, je suis un geek. Donc je sais ce qu'ils font. Moi je sais ce qu'ils font. Et j'échange avec eux de façon très cash en fait. Moi mes interventions ne sont pas scolaires à donner des tests théoriques. On parle très cash de ce qu'ils font. D'ailleurs souvent quand on commence les interventions, je demande toujours aux responsables des dispositifs: est-ce que vous me donnez autorisation de parler cash avec les jeunes? Parce que je veux que le jeune me parle comme s'il parlait à son pote ou à sa copine là où il habite. C'est ça qui est important. Et là, on y va. Et je me forme tous les jours. J'apprends même des choses avec eux. Mais oui, je suis très au fait. Et souvent, les jeunes ils me disent: ah, mais comment ça se fait que vous connectez? Parce qu'il y a des jeunes qui sont fourbes. Hein. Il y a des ateliers, par exemple, sur les dangers d'Internet. On parle de temps d'écran. On parle vite fait de pornographie, de sexualité. Attention à la drogue, c'est pas bien. Mais quand les intervenants ou les intervenantes sont bons, les jeunes sont contents parce qu'on n'a pas mis le doigt dans le pot de confiture là où ça fait vraiment mal en réalité. Un exemple tout bête. Je fais une intervention dans une classe de CM2 il n'y a pas très longtemps. C'est un exemple que je donne souvent mais qui est marquant. Et puis une petite fille toute mignonne qui me dit qu'elle a déjà vu des vidéos de viol sur Telegram. Donc voilà. Quel âge? En CM2, on a quel âge quoi? 9 ans, 9 ans. Dès 9 ans, En tout cas, c'était une classe de CM2. un accès à ces outils. Et bien sûr, même avant. Il faut savoir que pour les jeunes, l'âge moyen de la première création d'un compte sur un réseau social en France, c'est 8 ans et demi. C'est fou.
À quel moment tu te dis que quelque part, même si tu as un peu quitté le monde politique puisque tu étais chef de cabinet, tu as préféré un peu l'entrepreneuriat social et les actions éducatives, est-ce que tu te dis pas, face à ce fléau, face quelque part à tous ces jeunes et toutes ces interventions auprès des équipes pédagogiques, etc., est-ce que finalement il faut pas revenir aux politiques pour pouvoir changer les choses? Alors, je peux avoir un discours assez véhément sur les politiques, mais je reste un passionné de politique, je suis ce qui se passe. J'aime l'histoire de la politique française et de la politique dans l'Hexagone et des conséquences de la politique coloniale aussi. Je suis un passionné de ça. Je suis un passionné de l'époque des 30 Glorieuses aussi, donc l'après-guerre jusqu'à la fin des années 70. D'ailleurs, je dis toujours que c'est une période où j'aurais aimé vivre, j'aurais préféré vivre à cette époque. Donc voilà. Si j'ai l'occasion d'en refaire, est-ce que j'en referai? Très honnêtement, oui. Mais pas à n'importe quelle condition. Ce que je vais dire va peut-être sembler caricatural, mais dire le contraire de ce que je pense pour faire plaisir à une personne ou à un parti, non, je suis quelqu'un de très libre. Et surtout, pour me soumettre au leadership d'un leader politique, il faut vraiment que je sois fasciné par la personne. Et je vais continuer de parler très cash. Tu vois, moi, j'interviens beaucoup aussi sur les questions de citoyenneté. Si une élection présidentielle avait lieu demain, vendredi, moi, je voterais blanc. Aujourd'hui, je n'ai pas quelqu'un qui me fait frissonner parce que je ne vois pas de projet de société. James Freeman Clarke, qui est un activiste américain du 19e siècle, activiste des droits de l'homme, il a cette magnifique citation: l'homme politique regarde à la prochaine élection, l'homme d'État regarde à la prochaine génération. Moi, je ne vois pas de projet à l'horizon 15-20 ans. Quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas en un quinquennat qu'on va régler les choses. Toutes les personnes qui vous diront ça, elles mentent. Il faut un projet de très long terme, puisqu'on est sur un délitement de la société qui a plusieurs dizaines d'années. Comment croire qu'en un quinquennat, on va remettre de l'ordre, on va remettre la citoyenneté? C'est impossible. C'est impossible. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais une personnalité ou un acteur politique qui te faisait vibrer? Pas qui me faisait vibrer, mais j'étais très marqué par l'incarnation politique. Sans savoir ce qui se faisait, si c'était bien, si c'était pas bien, mais moi je fais partie de la génération Mitterrand, je suis né en 1981. Tu voyais des Mitterrand, tu voyais des Chirac, et puis même tu voyais, t'avais des incarnations dans la majorité, dans l'opposition, même chez les collaborateurs, t'avais des Pierre Mauroy, t'avais des Alain Juppé, un peu partout, il y avait quand même quelque chose, quoi. Et quand t'étais petit, même si on était largué, malgré ce côté où, comme je dis, enfant des quartiers, on était invisibilisé, il y avait quand même ce côté où ces gens étaient les pères de la nation, en fait. Et ça, on l'a totalement perdu. Aujourd'hui, tu vois l'incarnation politique, c'est très compliqué. Après, c'est un côté générationnel. C'est une génération qui avait connu la Seconde Guerre mondiale ou qui avait été formée directement par des gens qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale. Donc, en termes de qualité d'hommes et de femmes, c'est totalement autre chose. Une Simone Veil, tu vois, il n'y en a plus aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je pense que y a une génération qui peut se lever. C'est pas le talent qui manque aujourd'hui. C'est l'incarnation de la fonction. Et ça, c'est totalement différent. C'est l'épaisseur pour rentrer dans la veste ou dans le tailleur pour les femmes sans vouloir être caricatural. C'est ça qui manque. Et pour ça, je pense que faut vraiment épouser l'histoire de cette nation, les histoires de cette nation, et se projeter dans un projet de société, mais pour toutes les générations, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et nos anciens, qu'il ne faut pas oublier. Tu parlais de Simone Veil. Est-ce que tu as senti, notamment dans tes interventions scolaires ou extrascolaires, un rôle utile, ou du moins des capacités, des axes d'amélioration sur tous les sujets liés aux violences sexuelles, au planning familial, à l'IVG, aux possibilités notamment les préservatifs, ou même liés à l'hygiène menstruelle? Est-ce que tu as senti qu'aujourd'hui... Est-ce que déjà tu peux dresser un bilan, parce que tu arrives quand même à une période où tu as 25 ans d'expérience. Comment tu analyses un peu ces politiques publiques et quel est le rôle du tissu associatif et comment toi tu peux apporter ta pierre, ou comment même vous l'apportez avec Tous Unis Tous Unis? La problématique, c'est la disparité entre les territoires. On peut avoir des territoires où il y a une prévention qui est assez développée sur les questions que tu as évoquées, comme des territoires où vous n'en avez pas du tout, où on effleure à peine le sujet. Et la problématique, c'est que, comme je dis, quand tu demandes qu'est-ce que l'on apporte, le métier, il a changé en fait. Être acteur du terrain aujourd'hui, c'est plus pareil qu'il y a 10 ans, c'est plus pareil qu'il y a 5 ans. Les réseaux sociaux ont totalement rebattu les cartes et aujourd'hui, il faut arrêter avec les interventions qui sont peut-être un peu trop scolaires parce qu'on se dit on ne veut pas choquer nos enfants. On n'imagine pas à quel point des enfants dès très jeunes
peuvent s'adonner à des activités dégueulasses via leur écran. Moi, pareil, j'ai fait une intervention dans une classe de CE1. C'est-à-dire les mômes, ils ont 6-7 ans, 8 ans peut-être maximum. Et moi, je me retrouve face à des jeunes qui m'ont parlé de pornographie dans des termes, je ne savais pas ce que ça voulait dire à leur âge. Moi, j'ai des jeunes en école primaire qui me disent qu'ils savent comment craquer les restrictions parentales, parce qu'il y a des tutos sur Snapchat, il y a des tutos sur TikTok. Ben oui, si vous avez des tutos sur Internet, comment fabriquer des bombes artisanales et qu'il y a des jeunes qui font ça pour s'amuser, craquer les restrictions parentales, c'est très simple aujourd'hui, malheureusement. C'est quoi l'intervention qui t'a le plus touché? La plus touchée? C'était à Marseille, il y a peut-être 2 ans. 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et c'est de voir un groupe de jeunes filles qui me disaient que sur Internet, notamment sur le dark web, elles regardaient des vidéos de viol de bébés. Et c'était pas des films, c'était pas des mises en scène, parce qu'on trouve de tout, hein, on trouve de tout. Et c'est là que je réalise que beaucoup de filles regardent des vidéos de viol. Moi, je pensais que c'était un truc plus les garçons, avec le côté machiste, masculiniste et tout. Beaucoup de filles regardent ça. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est hors intervention, c'est un jeune qui me contacte en décembre dernier par Instagram et qui me présente ses excuses parce qu'il n'a pas écouté mes conseils et qui m'annonce qu'il a fait une connerie et qu'il va aller en prison. Et je lui réécris, je dis, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait? On peut en parler. Il ne m'a plus jamais répondu. Ouais. Ça, c'est des choses marquantes parce que, comme je dis, on a des succès, mais quand il se passe quelque chose de terrible, comme ce jeune de 14 ans qui a poignardé la surveillante, on le prend comme un échec en réalité. On le prend comme un échec parce que on ne peut pas se dire ouais, je suis content, je travaille bien, mes interventions ont du succès. Non, parce que c'est toujours une goutte d'eau dans un océan. C'est pour ça que j'encourage les gens à s'engager. J'interpelle les politiques pour qu'ils se sortent le balai du derrière et qu'ils aillent vraiment sur le terrain, qu'ils arrêtent avec leurs phrases toutes faites. Le discours répressif, j'ai pas de problème. Moi, je suis pour la sanction, la répression. Mais une société qui fonctionne bien, c'est une société qui s'articule autour du triptyque prévention, sanction, répression. Tout commence par la prévention. Si on n'est pas bon dans la prévention, aujourd'hui, on a perdu le sens de la sanction. Dire à un jeune, tu vas être privé de liberté, il s'en fout totalement. Un jeune aujourd'hui qui prend du sursis, quand il retourne auprès de ses potes, il dit « c'est bon, j'ai rien du tout ». Et la répression pour les personnes, les récidivistes, bien entendu, mais on a perdu le sens parce qu'il n'y a plus de projet de société. Est-ce que, quelque part, par ton dévouement et le fait un peu d'avoir le syndrome du sauveur, parce que tu le dis, tu vois, dans les quartiers, tu dis quand un jeune, on a eu cet épisode de Mélanie, la surveillante, qui s'est fait poignarder durant une fouille de sac, est-ce que quelque part, syndrome du sauveur, tu t'oublies pas un petit peu? Et que avec les années, à force de donner un peu partout, bah, c'est pas un peu de ta personne que tu oublies et que un peu tu t'auto-détruis, tu vois? C'est une question qu'on me pose souvent, surtout comment je gère psychologiquement. Moi, je dis tout simplement, c'est chacun son métier. Alors moi, je ne parlerai pas de syndrome de sauveur, mais j'utiliserai le terme sacerdoce. Chacun son métier, tout simplement. Un ingénieur du son qui est capable de gérer un concert où un micro peut s'éteindre en plein milieu et le concert doit avoir lieu. Un ingénieur du son qui doit gérer une émission télé en direct où il peut y avoir n'importe quel mécanisme qui part en cacahuète et il y a de quoi péter un câble aussi. Bah, pareil, c'est chacun son métier tout simplement et tu vas lui demander « mais comment t'as fait ?» Même si ça lui a pris la tête, il sait le faire parce qu'il est fait pour ça. Donc il y a des choses qui ne s'explique pas de façon rationnelle. Moi, je fais pas de cauchemar, même quand j'entends les pires choses et on entend des choses vraiment dures, il faut avoir le cœur accroché, même si ça me fait pleurer, mais je dors très bien, c'est-à-dire je sais faire la différence. Quand je rentre chez moi, je n'étale pas sur ma femme et mes enfants tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu dans la journée, bien au contraire, je sais faire la part des choses. Il n'y a pas de formule magique, c'est mon sacerdoce et je vis très bien avec et j'ai réussi à avoir un équilibre. C'est vrai qu'il y a des éducateurs qui ont du mal avec ça. Il y en a même qui quittent ce métier parce que c'est extrêmement dur. Mais moi, ça va, j'ai pas à me plaindre. Tu tiens le coup, t'as pas à te plaindre. Mais est-ce que t'as pas un petit peu, par toutes ces interventions, parce que tu interviens sur le plan national, même si t'es pas le seul, il y a une vingtaine d'intervenants, je crois, sur Tous Unis que tu On finis. est une vingtaine et puis il y a tellement d'associations. Hein, tu sais, on ne joue pas au héros. On a énormément de partenaires avec qui on fait des partages d'expériences aussi. Et on se rend compte qu'on voit les mêmes choses en réalité. Et c'est ça aussi qui nous fortifie dans ce que l'on fait. Est-ce que, au fil de ces années d'engagement,
tu tires un bilan où tu as pour toi des axes d'amélioration faciles qui ne sont pas pris en main par les politiques publiques? Est-ce que pour toi, il y a des ingrédients magiques qui pourraient résoudre le problème, mais c'est pas mis en place concrètement aujourd'hui par les décideurs? Ingrédient magique, je ne sais pas. Bon, déjà au niveau de la remise en question, nous on se remet toujours en question parce que les modules que l'on apportait il y a 8 ans, ils sont totalement différents de ce que l'on apporte aujourd'hui. Parce qu'on a vu même la jeunesse évoluer en 8 ans. Il y a eu la crise Covid au milieu. On voit ce qui les impacte plus, ce qu'il faut changer. Donc on a toujours des discussions, il y a une évolution. Et je suis sûr que les modules que l'on apportera dans 1 an, dans 2 ans, il y aura encore de l'évolution. D'accord ? Maintenant, par rapport aux politiques publiques, il y a des choses qui se font. Je ne veux pas dire que rien n'est fait. D'accord ? Mais la problématique, c'est que d'un territoire à l'autre, on n'est pas servi de la même manière. On parle beaucoup de la jeunesse des quartiers populaires, mais moi qui habite à la campagne, moi je la vois, la jeunesse des campagnes. Hein. Moi, par exemple, j'habite dans un village où la gare, elle a fermé en 1939, quand la guerre a éclaté. Il y a 2 ou 3 bus seulement dans la journée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le permis de conduire, vous êtes assigné à résidence avec le risque de mourir socialement. C'est ça la réalité. Et moi, là où j'habite, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes aussi. Oui, ils essayent, mais c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que les jeunes, ils veulent avoir le permis et se barrer. Et dans beaucoup de campagnes, c'est comme ça, avec des abribus qui deviennent des lieux pour le trafic de stupes parce que c'est compliqué. Donc, il ne faut pas opposer, pour reprendre François Ruffin, la France des bourgs et la France des tours, en fait. Parce qu'elle se plaint de la même manière de l'abandon, en fait, de la société. Donc, la réalité, c'est comment homogénéiser les actions de prévention, puisque moi, je vais parler de la prévention, pour que le jeune de quartier populaire, le jeune qui habite au fin fond de la campagne et les jeunes des centres-villes puissent avoir la même qualité de service. C'est ça le premier défi. Et ensuite, il y a la qualité des programmes, mais ça vient dans un deuxième temps. Moi, j'ai des jeunes qui peuvent m'interpeller, même sur les réseaux sociaux, qui me disent « Écoutez, on parle toujours des jeunes des quartiers populaires, mais nous, on n'a rien, on n'a pas de stade de foot ou autre. » Non, il y a des choses, hein. Il y a des choses, allez au fin fond de la Creuse, vous allez voir comment les jeunes sont lotis, hein, c'est pas évident du tout. Hein. Et ils doivent gérer aussi cette invisibilisation. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé que dans les années 80, en tant que noir, arabe et d'origine asiatique, on était invisibilisés. Mais je précise que je ne suis pas dans le discours victimaire parce que le jeune blanc qui est au fin fond de la Creuse, au fin fond de sa campagne, il vit exactement les mêmes problématiques avec le risque de développer la même aversion vis-à-vis de la France que le jeune qui est en quartier populaire en réalité. Tu parlais d'équipements sportifs comme une solution utilisée par les pouvoirs publics ou même un ressentiment de jeunes qui, quelque part, la ruralité ou dans les bourgs se sentent abandonnés parce qu'il n'y a pas de dispositif public ou de financement public pour financer ces stades. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que c'est un peu la solution magique et hypocrite de dire on va construire des équipements sportifs pour occuper la jeunesse et un petit peu se protéger de conséquences dans la délinquance, mais en fait on a un peu enfermé les jeunes et on leur a fait croire aussi que tous les jeunes allaient devenir des grands professionnels du sport et que c'était la seule solution à ne pas les orienter vers le marché de l'emploi. Alors dans ta question, il y a plusieurs choses. Des équipements sportifs, il en faut, mais il ne faut pas que ça. Le problème, c'est l'équipement sportif qui est installé sur un territoire pour des visées électorales, pour que les parents puissent voter. C'est ça la problématique. Mais le sportif doit s'inscrire avec le culturel, avec le citoyen, avec le scolaire. C'est un projet qu'il faut, bien entendu. Donc voilà, effectivement, il y a des territoires, on a mis des équipements sportifs qui ont été saccagés. Il y a des territoires, on a construit des bibliothèques qui ont été brûlées. Mais pourquoi ? On sait qu'il y a une jeunesse ou une partie de la jeunesse qui est perdue. On ne peut pas arriver et leur dire tenez votre bibliothèque. Ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Pourquoi ils vont y aller du jour au lendemain ? Il n'y a pas d'accompagnement. Est-ce qu'on a consulté la jeunesse, même pour des questions toutes simples ? Vous voulez que les murs de la bibliothèque soient de quelle couleur ? En fait, on n'imagine pas à quel point des choses simples comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons en graphe, par exemple, pour pouvoir taguer de façon artistique certains pans de murs de tel espace ou autre? On ne les met pas dedans. Moi, je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps, pas très loin de Beauvais, à parler à un groupe de jeunes, en fait, que l'on accompagnait dans la préparation de sortes de cahiers de doléances pour qu'ils puissent avoir des lampadaires qui fonctionnent le soir. Mais il a fallu accompagner les jeunes pour même dans les mots qu'ils avaient à dire, dans le comportement qu'ils avaient à présenter vis-à-vis des élus, parce qu'ils préparaient une réunion qu'ils allaient avoir avec le maire de la commune où ils habitaient. Donc c'est un ensemble qu'il faut, c'est-à-dire que les jeunes, il faut les impliquer. Parce que impliquer un jeune, c'est le valoriser, c'est le fait qu'ils doivent se sentir utiles. Parce que d'un côté, un jeune qui casse,
qui fait des bêtises, oui, il doit être sanctionné. Mais il y a la question de la santé mentale des jeunes, le nombre de jeunes qui se sentent inutiles. Et je répète, on est sur Internet, il faut préciser, un jeune qui me dit « je suis devenu délinquant parce que mon père m'a abandonné », je ne l'écoute pas. Parce que la majorité des jeunes qui sont abandonnés par leur père ne deviennent pas délinquants. Mais il faut prendre en compte cela. C'est comment est-ce qu'on implique mieux la jeunesse dans un projet de société viable. Et aujourd'hui, les jeunes ne le sentent pas, ça, du tout. On vient leur dire « fais pas ci, fais pas ça ». On parle à leur place aussi. Eux n'ont pas accès aux médias. Et partout, hein, peu importe la jeunesse, quand je demande quel est le premier reproche que vous avez à faire au monde des adultes, c'est « on ne nous donne pas la parole ». Donc oui, ça crée des frustrations. C'est le constat de frustration. Est-ce que tu as eu dans tes jeunes que tu as accompagnés, des jeunes qui ont rejoint tes équipes après? Ou qui ont dit je vais devenir policier, je vais devenir magistrat, je vais devenir éducateur? Oui, ça oui. Moi, je vais parler d'Isis, hein, donc c'est un pseudonyme, mais elle se reconnaîtra, qui fait partie de nos intervenantes, qui est tombée dans les réseaux de prostitution des mineurs à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, quand elle intervient, comme disent les jeunes, elle déchire tout. Ah ouais. Ah ouais, elle déchire tout. J'ai des jeunes aussi qui demandent à nous accompagner sur des interventions. Effectivement, nous, on a eu des jeunes dans le cadre de Dialogue Police-Jeunesse, que ce soit avec Abdoulaye ou d'autres, des jeunes qui sont venus nous voir dans le secret. Bon, je ne peux pas le dire à mes potes, mais moi, j'aimerais bien travailler, être dans la BAC. Alors que c'est des jeunes qui ont tiré au mortier des fois contre des baqueux. Donc voilà, donc on a eu des choses comme ça. On a même eu des jeunes qui des fois sont venus à nos dialogues police-jeunesse en secret. C'est-à-dire on avait un groupe de jeunes dans un dispositif, mais on avait des jeunes qu'on avait pu avoir avant, puisque c'est souvent des cycles, qui demandaient à venir sans que leurs potes soient au courant. Ça, c'est beaucoup arrivé aussi. C'est quoi l'anecdote la plus marquante et qui vraiment dans le côté positif, et tu t'es dit ok, je fais cette mission, on fait des grosses journées, on est parti faire une action à Marseille, mais alors là, on n'est pas venu pour rien. Il y a Isis dont je parlais, effectivement, qui est intervenante. Après, je pense qu'il n'y en a pas une marquante. Moi, c'est quand un jeune me dit merci, tout simplement. Quand un jeune me dit merci avec les larmes aux yeux, j'ai trouvé un emploi, voilà. Ouais, c'est le mot merci, c'est ça qui me marque surtout. Tu te dis, ouais, tu sers à quelque chose. C'est compliqué, mais tu sers à quelque chose. Tu disais, tu t'occupes surtout de la prévention. Quand le jeune va être amené à passer à l'action et un peu du mauvais côté de la force, est-ce que vous arrivez à intervenir aussi sur le milieu carcéral, sur le milieu de la PJJ ou des jeunes enfermés? Est-ce que c'est Ça nous est arrivé de faire des interventions, c'est pas ce que l'on fait le plus, mais ce qui est intéressant dans la prévention, c'est que le jeune, il est déjà basculé ou pas. Quand la méthode est bonne, le jeune ouvre son cœur, en fait. Ça peut être un piège aussi, pourquoi? Parce qu'un jeune qui a déconné, il ne faut pas le caresser dans le sens du poil pour le caresser. Et c'est à nous aussi de lui expliquer le sens de la sanction qu'il subit. Et malheureusement, il y a des éducateurs qui tombent dans ce piège-là. Donc aujourd'hui, le métier, il a changé parce que on parle de la prévention, mais on intervient aussi sur le volet sanction. Parce qu'on doit rappeler quel est le sens et en quoi la sanction va apporter du bien aux jeunes. Aussi dure soit-elle, de toute façon, elle est dure à la hauteur de l'action frauduleuse qui a été commise. Et c'est vrai que nous, on a affaire au cœur des jeunes comme ça, c'est vraiment marquant parce que je le disais tout à l'heure, moi je vois des jeunes fracassés à chaque fois. Franchement, la santé mentale, c'est une boucherie. C'est vraiment une boucherie et ça, on ne le voit pas. C'est pour ça que quand les politiques parlent uniquement à travers un discours sécuritaire ou autre, il n'y a pas de souci. Oui, la sécurité, c'est la première des libertés. Ça fait 50 ans qu'on nous sort ces phrases. Et encore heureux, bien entendu. Barbare et compagnie. J'étais chez un de tes confrères, on va parler comme ça, le week-end dernier, et j'ai été critique envers le ministre de l'Intérieur qui est toujours dans la surenchère des mots. Et j'ai fini par dire, mais aujourd'hui c'est barbare, dans 6 mois, il va dire que ces jeunes, ce sont les fils du diable et qu'il faut les envoyer en enfer. Ces mots sont juste là pour des visées électorales, pour qu'ils puissent marquer que j'incarne l'autorité. Quand il arrive et qu'il dit l'ordre, il parle comme si Gérald Darmanin n'avait rien fait avant. Fallait voir son discours d'intronisation, c'était quand même assez spécial. Et il n'y a pas longtemps, il dit « je ne suis pas un magicien ». Il connaissait la situation, il est élu depuis très longtemps. Donc les mots ne servent plus. Parce que même la personne qui croit à son discours au bout d'un moment, mais regardez, là il y a encore un jeune de 14 ans qui a tué, on finit par voir que lui-même il est impuissant. Donc pourquoi tu as dit l'ordre comme ça? Donc il faut faire attention. Oui, il faut de la fermeté, mais la fermeté qui ne va pas sans la bienveillance aussi.
Moi, j'ai envie de voir aussi la bienveillance des politiques, les politiques qui félicitent aussi les jeunes qui se comportent bien. Parce que quand on parle des jeunes des quartiers aussi, on parle toujours des mauvais. Pourquoi on ne parle pas de ceux qui se comportent bien, qui vivent les mêmes injustices sociales? On ne le voit pas. On ne voit pas des jeunes qui entreprennent dans les quartiers. Ça, on ne le voit pas. Parce que ce n'est pas vendable, en fait, on a l'impression. Donc la voiture qui brûle, le jeune qui tue, le jeune qui vole, le jeune qui viole, ça, c'est toujours mieux. Mais il n'y a pas que ça, puisque c'est une minorité délinquante qui salit l'image de la majorité silencieuse. Ils ne sont pas majoritaires à mettre le bordel. Ils sont minoritaires. Mais le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, ils sont mieux armés et ils font beaucoup de bruit et beaucoup de dégâts. Donc une note quelque part d'espoir ou une invitation aux politiques à pas les éduquer, mais du moins voir le bon côté des choses aussi dans la jeunesse et peut-être mettre en avant aussi l'excellence et pas forcément ce qui va pas dans le pays. Il faut parler des deux, en fait. Il faut parler de ce qui ne va pas et proposer des solutions. Voilà, après on peut débattre. Mais il faut parler de ce qui va aussi. On a quand même... Moi, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et ce qui m'agace, c'est à quel point on étouffe toutes les personnes qui parlent du racisme, des discriminations, de l'antisémitisme, tout ça. Oh, mais vous vous victimisez, mais ce sont des réalités qui existent quand même. Bien sûr. Je ne dis pas qu'un jeune a raison de tomber dans la délinquance parce qu'il y a du racisme ou parce qu'il y a des injustices sociales, mais il faut en parler. Les problèmes, on les prend à la racine et ensuite on monte le tronc, les branches, les feuilles, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on a un problème et c'est le manque de projet de société et c'est ça qui est frustrant. Le plus dur aussi, je reviens aussi sur ta question de tout à l'heure, c'est quand tu vois un jeune qui a tellement de potentiel, mais tu sais que c'est mort pour lui ou pour elle. Même si quand tu l'as dans la pièce, la personne souffre, tout ça, tu sais que la personne va retomber parce que la personne est rentrée dans quelque chose. Et les jeunes ne sont pas bêtes aussi. Quand ils font quelque chose de bien, ils le savent. Quand ils font quelque chose de mal, ils le savent très bien aussi. Mais il n'y a pas de facteur d'identification. Quels sont les modèles pour la jeunesse aujourd'hui? Au-delà des grands frères et des grandes sœurs de quartier dans le côté caricatural. Parmi les politiques, quelle politique donne aux jeunes l'envie de kiffer la politique? C'est rare, faut les chercher. Il faut les chercher. Quel chef d'entreprise donne? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est trop rare, malheureusement. C'est plus rare aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'association Tous Unis, Tous Unis pour les prochaines années? De durer une bonne centaine d'années, que moi-même, lorsque je ne serai plus président, que j'aurai transmis le bébé, que j'ai cette joie en me disant dans plusieurs dizaines d'années que j'aurai été le président fondateur de cela. Et puis aussi, ce qu'on peut souhaiter paradoxalement, c'est d'avoir moins de boulot, ça prouvera que la jeunesse ira mieux. C'est ça. On a une petite tradition dans le podcast, ouais. C'est d'interroger notre invité, souvent dans l'ombre, mais qu'on met dans la lumière par ce média, et de lui demander si tu devais parler au Abel Boilly, qui rentre au collège, qui rentre au lycée, qui a passé son bac, qui va rentrer en études de psychologie, qui ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'il va, mais il a quand même une petite idée. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais partager quelque chose de très personnel. Moi, j'ai une relation assez difficile avec mon père, qui ne savait pas dire « je t'aime » à ses enfants. Donc, je dirais tout simplement « Abel, mon fils, je t'aime très fort et je crois en toi ». Magnifique. Et sur cette jolie note émouvante, merci de nous avoir offert merci pour l'invitation. cette petite part de toi-même, confidentielle, mais qui permet d'en savoir un peu plus sur toi, tes engagements, l'association Tous Uniques, Tous Unis. Et à très bientôt sur Col Roulé. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Col Roulé. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Spotify, X, YouTube et Instagram. À très bientôt sur Col Roulé.